On démarre par un jeu, Juliette. Oui. Est-ce que tu as une idée de jeu ? On doit donner un titre. C'est juste un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette et moi. Ah, ok, je joue pas. Si. Bah, Toi, tu vas être la personne qui nous donne la lettre. Je peux faire l'émission du coup après. Voilà, après, voilà. Non, toi, tu joues pas au jeu. Toi, t'es juste le maître des... Des horloges. Voilà, c'est toi qui vas dire qui c'est qui a gagné, de D'accord. Ramzy ou de moi. Okay. Alors, je propose Ramzy. On commence. Eh ben, c'est parti. Merci, Diane. Bienvenue dans La Fabrique, saison 3, le podcast dédié à la création, animé et produit par Ramzy Assadi et Juliette Arnaud. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Diane Clavier, elle est scénariste. Bravo, Juliette. Je suis un génie. Ouais, t'es très très forte. Je devrais Bonjour à animer toutes et à des tous. émissions. C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création. Donc avec Juliette Arnaud, je vais pas te représenter une deuxième fois. Non, ça suffit. Avec, pas François Audouin. Voilà, qui est parti vers de nouvelles aventures. Voilà. Et donc notre invitée, Diane Clavier, scénariste. Bonjour Diane. Bonjour, Ramzy, bonjour Juliette. Juliette, je te laisse tout d'abord présenter un petit peu Diane, ce qu'elle a fait. Alors, en dehors du fait que c'est mon amie, oui. Diane est scénariste depuis une vingtaine d'années. Elle a... Ouais. Oui, ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Elle est scénariste à la fois pour la télé, pour les plus grosses chaînes télé, puisque tu as fait TF1, France 2, M6. Ouais, exactement. Tu bosses souvent en équipe, mais tu écris aussi souvent seule. Je collabore, mais j'écris seule aussi. Tu bosses aussi pour les plateformes. Là, tu as pondu une série pour Apple TV. Yes. Tu as aussi travaillé pour le cinéma. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de programmes sur lesquels tu as travaillé, des exemples un peu populaires que tout le monde connaît ? J'ai travaillé longtemps pour Fais pas ci, fais pas ça. D'accord, ok. Voilà, qui est l'exemple le plus populaire, on va Là, dire. J'ai commencé en 2004 avec une série qui s'appelait Merci les enfants vont bien sur M6. D'accord. Qui mettait en scène Pascal Arbillot et Bernard Yerles. Ok. Ensuite, j'ai créé une série... Enfin, entre-temps, j'ai fait d'autres écritures d'unitaires. Nous, on s'est rencontrés sur une série qui s'appelait Drôle de famille, avec Christine City, toi et Samuel Taïs. Et Samuel Taïs, exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Juliette et moi. Oui, à la fête de fin de tournage. À la fête de fin de tournage, oui. Et qui dit fête... Pas en travaillant. Non, c'est pas en travaillant, c'est vraiment pas en travaillant. Voilà. Mais on avait fêté la tâche accomplie. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour avoir une idée un peu, que les gens se fassent une idée des... Beaucoup de séries familiales. Et moi, j'ai créé, après Fais pas ci, fais pas ça, une série qui s'appelait Fête des gosses pour France 2, avec Samantha Mazeras, que j'avais rencontrée sur Fais pas ci, fais pas ça. D'accord. Voilà. Ok. Et en règle générale, tu fais beaucoup dans les séries où il y a de l'humour. Il y a famille et il y a l'humour. Et tes vrais goûts, tes goûts les plus intimes, t'emmènent aussi vers les choses assez flippantes. Ouais, en fait, plutôt vers le polar et le thriller. Voilà. Ouais. Eh bien, Diane, elle n'a pas peur de l'horrifique, à la différence de moi, par exemple. Voilà, donc je pose la traditionnelle question. Vas-y, Juliette. Allez, on y va. Traditionnelle question. Diane, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation d'envisager une carrière dans l'écriture et plus précisément de scénariste ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est quelque chose ? L'autorisation, je ne sais pas si on parle d'autorisation, mais on va dire que c'est plutôt quelqu'un. En fait, ça arrivait complètement par hasard. Moi, j'étais journaliste à l'époque. Je vivotais entre plusieurs trucs. Je travaillais pour une boîte de documentaires qui s'appelait Doc en Stock, qui travaillait pour Arte. J'étais aussi pigiste un peu chez Elle. J'ai travaillé pour un magazine qui s'appelait Synopsis, un autre qui s'appelait Milk. Bon. Et avec une autre amie à moi qui était journaliste, on avait envie de faire autre chose. Et mon père, qui est réalisateur, nous a demandé de réfléchir à la suite d'une série qu'il venait de réaliser, qui s'appelait donc Merci les enfants vont bien, qui avait eu 2 unitaires, je crois. Et on y a réfléchi. La productrice a aimé ce qu'on proposait pour la suite. Et du coup, c'est parti. La série a marché. On a écrit 3 saisons.
Et ensuite, je suis rentrée dans l'engrenage d'avoir un agent, de rencontrer d'autres gens du métier et de collaborer avec d'autres réalisateurs, puisque en fait, j'ai collaboré que 2 fois avec mon père. Donc cette autorisation, on peut dire qu'elle est venue de mon père, mais surtout de moi-même, en fait. En fait, il nous a mis le pied à l'étrier, mais moi, j'ai décidé de changer et d'essayer. Mais c'était pas... j'ai jamais verbalisé, en tout cas avant, le fait de vouloir être scénariste. Même à toi-même? Non, j'aimais bien écrire. Enfin, j'aimais beaucoup écrire. J'avais des facilités à écrire. Mais Que tu as être découverte à peu scénariste... près à quel âge, dans quelles circonstances? Je sais pas, en faisant une rédaction en CM2? Ouais, avec Madame Géronimo en... T'es sérieuse? Je te jure. Ah, elle s'appelait Madame Géronimo. En 6e au lycée Claude Bernard. Et elle avait un truc très marrant, c'est qu'on faisait des rédactions 1 fois par semaine. Et elle rendait les copies, alors ça c'était moins marrant, de la plus mauvaise note à la meilleure. Ah, la garce. Ce qui est un cauchemar, ça prend 1 heure, c'est de la torture. Mm. Et j'étais toujours en dernier. Parce que j'avais toujours la meilleure. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être... Enfin, en tout cas, voilà, ça m'a valorisée. Je me suis dit, bon, bah ça, tu sais t'es le faire. sentie validée à cet Voilà, endroit-là. je me suis sentie validée par Madame Géronimo. Mais t'avais du plaisir à le faire? Ah oui, vachement. Parce qu'on peut être doué dans des exercices et pour autant pas éprouver un Non, puis plaisir particulier. il y avait une sorte de challenge de la surprendre. Enfin, je dis n'importe quoi, de mettre des cliffs, parce que j'ai appris plus tard à être des cliffs dans mes rédactions. De mettre des choses qui Et faisaient là, peur. mon père m'a tué. C'est genre ça. Ok. Donc non, c'est devenu un exercice où je m'amusais. Et c'est pour ça que tu t'es orienté vers le journalisme? C'était pour écrire, du coup? Le journaliste, c'était que j'avoue... En fait, j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait 3 ans de fac de psycho. T'as vu que t'étais quelqu'un d'un peu brutal? Oui, puis j'ai vu surtout que concrètement, j'en ferais jamais rien. Et puis on nous poussait pas, on nous disait très clairement qu'à moins d'avoir envie de cumuler 3 boulots, fallait mieux vendre du shit, quoi. Donc du coup, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai cherché des stages. C'est tombé sur Synopsis, qui était un magazine qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, mais qui était consacré au scénario. Et puis ils m'ont engagée parce qu'une nana partait en congé maternité. Et ça a été mon premier vrai job, entre guillemets, j'avais 20 ans. Pardon, je fais une incise, mais il y avait un magazine spécialisé dans l'écriture de scénarios? Ouais, qui s'appelait Synopsis, Waouh. dont le rédacteur en chef était Laurent Delmas, Ah, qui officie sur France Inter. et oui. Voilà. Ah, je me souviens de cette radio. Ouais. Vous connaissez? Enfin, c'est une radio. Vaguement. Ah, C'est une radio. on On la capte à Paris, je crois, mais pas à Lyon. Ouais. Je sais pas, je suis pas Si. sûre. Non, ça c'est Nova. Et j'ai Nova, adoré c'est bosser. super. Nova, c'est super. génial. Nova, c'est hyper bien. Et j'ai adoré d'abord Attends, ce stage. il y avait quoi Ouais. dans le magazine, du coup? Il Rien. décryptait mettait les des scénarios? photos. Qu'est-ce qu'il faisait Bah non, il y avait des critiques de cinéma, mais en essayant d'anglais plus sur le scénario D'accord. que Ah ouais, le jeu ouais, des ouais. acteurs. mal. On avait fait un super hors-série sur lequel j'avais vachement aidé la Marie Marvier, qui était une journaliste qui avait pris en charge la rédaction en chef de ce hors-série, où on décortiquait tous les dialogues dans l'histoire du cinéma. Ah, génial. Et c'était un trimestriel, donc on sortait 1 fois tous les 3 mois, et il y avait un hors-série par an. J'adorais retrouver des exemplaires de ça. Ah, je dois en avoir. Trop bien. Ouais, moi aussi, pareil. Si jamais Ouais. tu remets la main dessus, Ouais, je vous filerai mon t'as compte au moins- Vinted. Ouais. Donc en fait, c'était ton école de en partie, ça a été un début Ah bah, d'école ça a été génial. d'écriture de scénario. Ouais. non Et mêlé avec un truc qui me plaisait, c'est le travail en équipe du journaliste. C'est-à-dire, on fait nos chemins de fer, on trouve l'article, on propose des sujets. J'ai pas compris le switch psycho vers ce magazine. Moi non plus. Mais non, c'est que la psycho, moi j'ai eu ma licence à... Non, pardon. Revenons quelques années en arrière. A few moments. A few moments ago, dans une lointaine galaxie. Non, en fait, j'ai eu ma licence, moi, assez vite, parce que je l'ai eu en 2 ans et demi. Ensuite, j'ai tenté le concours de la FEMIS, que j'ai raté. Et on m'a dit, parce que j'avais un ami de mes parents qui l'avait eu, mais qui avait 10 ans de plus que moi, qui m'a dit, repasse-le, mais plus vieille. Là, t'as 19 piges, tu l'as raté à ça du bol. Tu vois, ils aiment bien avoir des gens qui ont un peu du plomb. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre en attendant mes 40 ans? D'être vieille. Voilà. On peut peut-être rappeler ce que c'est la FEMIS? C'est une des plus prestigieuses écoles de cinéma Public. public de France. Voilà. D'où sortent un certain nombre de grands noms. Ozon, enfin voilà, plein de réalisateurs Ok. comme ça.
Et donc, du coup, il y a eu ce truc de synopsis où je me suis dit, bon, c'est pas si loin de l'univers de la Fémis. Moi, je l'avais présenté en scénario quand même, la Fémis. Enfin, en tout cas, ouais. Et du coup, synopsis, j'y ai passé, entre le stage et le fait qu'il m'ait engagée, j'y ai passé pratiquement 2 ans. Ah ouais. Voilà. Ensuite, j'ai enseigné chez Doc en Stock sur Arte, qui était plus du documentaire, mais ça me plaisait parce qu'il y avait l'image. Et Donc, après, en fait, tu as fait du journalisme un peu par hasard. tout s'est un peu fait par Ouais. hasard, sauf la psycho que j'avais choisie. Laissons faire le hasard. C'est vrai. Moralité. Le conseil de Diane, laissez faire le hasard. Méfiez-vous de vos propres choix. C'est ça, méfiez de vos idées. Et après, voilà, cette série, et nous, ça a été... Ouais, la série, elle a marché, donc... Entre guillemets, on a été, comme on dit, à la bonne avec la prod, avec M6, et puis après, ça amène du boulot, et ensuite, c'est parti comme ça, mais du coup, sans école, sans formation, j'ai appris vraiment en écrivant, en fait. Ouais. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt une bonne école d'apprendre en faisant. Même si notre premier scénario, il faisait 170 pages et que c'était pas normal. mais il y avait des idées, voilà, on a appris, et après, très vite, en fait, depuis, j'ai eu très très peu de périodes sans travailler, donc j'ai eu plutôt de la chance, puisque j'en vis intégralement depuis 20 ans. Enfin, j'ai pas de boulot, j'ai pas eu besoin d'avoir des trucs à côté ou de... Mais comment ça se passe en fait? C'est des prods qui t'appellent pour te dire j'ai un projet, ou c'est toi qui propose les projets? C'est-à-dire que moi, je propose des projets et les prods m'appellent en me disant on cherche un auteur pour tel projet, on a pensé à vous, est-ce que vous êtes disponible? Soit il passe directement par moi si on se connaît, soit par mon agent. Et après, mon agent, Lisa Rive, qui est une super agent, travaille aussi pour moi. C'est-à-dire qu'elle va... prospecte. Voilà, fais pas ci, fais pas ça, c'est grâce à elle. Et elle savait qu'il montait une équipe de scénaristes. Et elle leur a dit, il faut que vous la preniez, il faut que vous la rencontriez et qu'elle intègre l'équipe. Ok. Et alors, comment ça se passe, l'écriture collective? Typiquement, fais pas ci, fais pas ça. Vous étiez combien de scénaristes On là-dessus? était 2. Enfin non, on était 3. Ouais, je pensais que c'était une grosse équipe. Alors au début, moi quand je suis arrivée, on était une équipe de 6 et il y a eu des gros problèmes de texte, donc on a été 2 survivants. Et une nouvelle directrice de collection, c'est-à-dire qui va chapeauter l'ensemble de l'écriture, qui va être un peu le garde-fou pour qu'il y ait une cohérence entre tous les épisodes, qui était Samantha Mazera, que j'ai donc rencontrée à ce moment-là, et avec qui que je collabore maintenant depuis 10 ans. L'écriture à 2, je vais parler pour mon expérience avec Samantha, parce que c'est la personne avec qui j'écris le plus. Quand on nous appelle pour faire, entre guillemets, le pompier ou sur un projet précis, c'est pas tout à fait pareil que quand on est en processus de création. Mais sur Fête des Gosses, on a proposé une bible d'une arène de... Fais pas ci, fais pas ça, ça existait déjà, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Anne Jaffery, voilà. Mais en tout cas, pour la série que Samantha et moi, on a créée pour France 2, c'était la même prod qui Fais pas ci, fais pas ça, c'était après l'arrêt de Fais pas ci, fais pas ça, ils voulaient revenir avec un programme familial, un peu plus moderne. Donc nous, on a proposé une arène de personnages qu'on va chercher dans des gens qu'on connaît, un peu dans nous, dans des gens qu'on ne connaît pas et qu'on invente, mais il y a quand même pas mal de vécu. Et on construit cette Bible, qui est donc en gros les personnages et à peu près ce qui va leur arriver, leur trajectoire. Et leurs interactions. Et leurs interactions, qui y sont les uns par rapport aux autres. Et ça, vous le faites à 2? Et ça, on le fait à 2, ouais. On se partage des personnages. T'as qu'à faire Jonathan, je vais faire... Machinette. D'accord. Okay. Et par contre, la trame générale, on la construit par beaucoup de discussions, beaucoup de prises de notes. Et après, pour tout ce qui est rédactionnel, on peut se le partager. Ouais. Et ensuite, c'est cette Bible qui est validée ou pas par France 2. Il se trouve que ça a été le cas. Et ensuite, on part en convention d'écriture et en écriture. Et en général, tout ce qui a été dans la Bible, enfin nous, ça a été notre expérience, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, vole en éclats et on garde nos personnages. Mais il y a plein de choses qui bougent parce qu'en écrivant, on se rend compte qu'une bonne idée dans la Bible, en fait, elle tient pas sur 2 épisodes et qu'on a besoin d'autre chose. Ou alors, une intrigue hyper importante, on va plutôt se dire, en fait, ça, c'est anecdotique, on va garder pour renforcer la comédie, mais on va trouver un fil rouge plus fort. Et ça, c'est un travail qui est conjoint aussi avec les producteurs et les demandes de la chaîne. Et tu as parlé de convention d'écriture, puis d'écriture. Pardon, je pose beaucoup de questions, Juliette, je te laisserai la parole. Il n'y a pas de pardon, il faut... C'est quoi la convention d'écriture? C'est à partir du moment où France 2, en l'occurrence, là, c'était France 2, le diffuseur va nous dire, nous, on est OK, votre série, votre unitaire, il nous plaît, donc on va signer, vous,
nous et le producteur, une convention d'écriture qui va nous lier dans le développement de cette série. Et après, les termes de la Donc c'est en convention, gros une charte où voilà, c'est surtout, oui, et puis avec le producteur, c'est aussi leur tambouille de qu'est-ce qui va être pris en charge par la chaîne, qu'est-ce qui est pris en charge par le producteur Ok. et tout ça. Le mieux quand même, c'est d'écrire sous convention, mais ça peut arriver qu'on écrive des pilotes qui sont pas encore sous convention. Dans ces cas-là, c'est le producteur qui, pour l'instant, prend tous les risques. Financier. Oui. Et je reviens à cette histoire d'écriture à Mhm. plusieurs. Ça nécessite quoi comme genre de relation avec la personne? Parce que moi, j'écris exclusivement ces dernières années toute seule. Seul. J'ai écrit avec des gens, On a écrit ensemble. dont toi. Tu as une expérience maintenant assez importante d'avoir écrit avec différentes personnes. Tu as l'impression que tu t'en tires quoi comme conclusion? Qu'il faut quoi comme type de rapport? Quelle espèce de confiance? Quelle espèce de connivence dans ton cas à toi pour écrire et que ça avance, quoi, que ça soit pas sans arrêt des engueulades sur des trucs débiles qui relèvent de l'ego et je ne pense à personne en particulier. Non, mais tu vois, moi, sur 20 ans d'écriture, j'ai collaboré qu'avec 2 scénaristes. Vraiment. Après, il y a des projets où on peut être plusieurs, mais on va moins se... c'est vraiment un coup de foudre, en fait. Avec Samantha, ça a été ça. C'est-à-dire que ça a été un coup de foudre déjà d'écriture. Il faut quand même aimer ce qu'écrit l'autre. Ça, c'est obligatoire. Et après, arriver à faire en sorte qu'on ne voit pas la différence entre quand c'est elle qui a écrit cette séquence ou quand c'est moi qui l'ai écrite. Et ça, après, c'est un peu comme dans une amitié, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'aujourd'hui, avec Samantha, on est vraiment amis. Mais au début, c'est un truc de... Je pense que ça passe aussi beaucoup, en tout cas, je pense qu'avec Sam, ça a été beaucoup l'envie de s'épater un peu l'une l'autre. C'est-à-dire, regarde ce que je sais faire, tiens, regarde un peu, je ne vais pas dire de mots vulgaires, mais un concours de final draft, on va dire. Donc et c'est puis, de l'émulation. C'est de l'émulation. Et puis après, ça passe, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Samantha, par énormément de digression. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour travailler à midi, potentiellement, on s'y met à 16h. Et comme on arrête à 16h30, on n'écrit pas beaucoup. Non, mais... Et cette digression, si elle n'est pas fluide avec la personne, moi, à mon sens, l'écriture ne le sera pas. Ouais. Voilà. Donc, si on peut... Parce qu'en fait, de ces digressions vont sortir une idée, vont sortir... un lien qui est obligatoire pour être en confiance, parce que livrer un texte, c'est quand même livrer un petit truc de soi, et il faut être en confiance avec la personne en face, sinon on va se restreindre, on va se dire, oh là là, on va refaire 10 fois le dialogue. Moi, Sam, j'ai pas peur parfois de lui dire, bon, j'ai fait ça, on n'est pas sûr, dis-moi. Enfin, il faut pas avoir peur d'être jugé par l'autre. En fait, ça ressemble un petit peu à de la maïeutique, pour faire la pompeuse. C'est quoi la maïeutique? C'est Socrate, c'est l'art d'accoucher... la pensée des autres en discutant avec eux. Et donc, ça veut dire, oui, l'idée de ne pas avoir peur, entre guillemets, de perdre du temps dans la conversation jusqu'à ce que tu arrives à participer à l'accouchement du raisonnement de l'âme qui est en face de toi et avec qui tu discutes. Et effectivement, oui, ça peut avoir l'air de perdre du temps parce que ça passe par des conversations qui peut-être... paraissent anodines. Ouais. Oui. Mais nous, on a besoin de ça pour... en tout cas, c'est la manière qu'on a trouvé de travailler, qui est en plus plutôt agréable, pour arriver... Et en plus, à bosser de manière plutôt efficace. Là, on développe en ce moment une série pour TF1 pour Isabelle Nanty. En 6x52, on travaille plutôt... nos discussions de 3-4 heures ne nous empêchent pas d'avancer et sont plutôt constructives. Et toi, Juliette, quand tu as écrit à plusieurs, je sais pas, Pénélope, vous l'avez écrit à 3, tous les 3, ensemble? Mais moi, ça me rappelle ce que vient de raconter Diane sur sa rencontre avec Sam. Moi, c'est comme ça que ça a commencé avec Corinne et Christine. C'est-à-dire, c'est quand tout à coup, t'entends... Moi, je me souviens très bien, Christine Anglio m'a fait prendre un fou rire. Et la première fois que j'ai rencontré Corinne Puget, elle était en train de se prendre un énorme fou rire. Et en fait, c'est la manière, ça a l'air aberrant, hein, mais c'est la manière dont elles avaient ou de me faire rire ou de rire elles-mêmes qui m'a fait inconsciemment me dire j'ai quelque chose à faire avec ces filles. Oui, je pense qu'on se reconnaît dans la foule.
Ouais. Il y a un truc... il y a un qui truc ressemble à une rencontre amoureuse. Hein. Enfin, oui, mais qui est plus durable, finalement. Parce qu'il y a, il y a pas le sexe. Oh, ça dépend vraiment quand on se fait chier. Avec Sam, j'avoue que parfois... non, mais oui, il y a un côté, voilà, on se reconnaît, on a la même musique. On se marre des mêmes choses. Voilà, il y a un truc, il y a une évidence, en fait. Et après, c'est compliqué d'écrire avec d'autres gens, par contre. Parce que quand on est bien, entre guillemets, à la maison, l'effort d'aller vers les autres et tout ça, et c'est vrai qu'avec Samantha, on est assez casanière sur notre manière de fonctionner. C'est un peu soit seul, soit à deux. Les réunions de scénaristes organisées souvent... on court pas après, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc on se dit, on est bien... On court pas après la rencontre, quoi. Donc ça peut enfermer aussi dans quelque chose. Oui, mais là, toi, par exemple, là, tu viens d'écrire une série donc pour Apple. Apple, ouais. Avec ton compagnon, qui lui va réaliser. Qui lui réalise, ouais. Alors c'est la première fois qu'on écrivait ensemble avec Cédric. C'est une idée, c'est lui qui est vraiment à l'origine de cette série, qui a commencé à la développer seul. Et c'est vrai qu'à l'étape de la fameuse Bible dont je parlais tout à l'heure, c'est une mécanique, une Bible, en fait. Parce qu'il ne faut pas trop mettre de choses, il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre par la chaîne, et en même temps, il faut donner envie. C'est un document qui n'est pas agréable à écrire, qui est un poil chiant à lire, mais qui a quand même des codes et tout ça. Et c'est vrai qu'il était un peu confus dans ce... Cédric est quelqu'un qui n'a toujours fait que du cinéma, en tant que scénariste et réalisateur. Donc, il m'a demandé de l'aide. Et puis, cette aide a été bénéfique. Donc, ça a été un moment légitime pour lui de me dire, mais pourquoi on ne collaborerait pas au moins sur quelques épisodes. Donc, on a collaboré sur les épisodes 3, 4 et 5. Une fois qu'on avait construit ensemble, finalement, et la Bible et l'arche de ce qui allait se passer et tout ça. Et non, ça s'est plutôt bien passé, mais alors ça a été complètement différent qu'avec Samantha, par exemple. Pas parce que c'est mon compagnon et elle non, parce qu'on n'a pas du tout mis en place la même manière de travailler, parce que c'est pas Samantha et moi, on travaille de la même manière. On est vraiment en symbiose totale. Cédric et moi ne travaillons pas du tout de la même manière. Donc, il a fallu qu'on s'accorde, s'adapter pour que je sois, entre guillemets, plus en force de proposition, mais aussi en support, je sais pas comment dire. Il fallait accoucher de cette série et il fallait une sorte de garde-fou pour qu'on rentre dans l'objet sériel et qu'on parte pas dans ce qui sait faire aussi trop de... Pas de cinéma, parce qu'il y a énormément de cinéma dans cette série. Mais voilà, il fallait... La série a des codes, je ne vais pas dire mieux. Il faut mais des qui ne sont pas les mêmes qu'un film. Pas du tout. C'est quoi les codes? C'est quoi les grosses différences, par exemple? Déjà, il faut des cliffs à la fin de chaque épisode. Il faut une relance, il faut donner constamment envie aux spectateurs de revenir. Donc, il faut des cliffs à la fin de chaque épisode. Il en faut à l'intérieur. On ne peut pas, par exemple... lancer une idée sans ce que j'appelle la filer. C'est-à-dire qu'un personnage va faire à un moment quelque chose, je sais pas, une recherche Internet. En fait, si on s'en sert jamais, autant pas le mettre. Oui. Enfin, voilà, donc c'est un peu des choses qui peuvent habiller une séquence dans un long métrage. Mais dans une série, il faut qu'on soit en permanence dans des séquences miroirs. C'est-à-dire qu'on pose quelque chose pour aller le récupérer à un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes après. Mais on ne peut pas laisser les choses en suspens tellement. Okay. Et puis il y a un calibrage. Les épisodes font un certain minutage, on ne peut pas en déroger. Il faut savoir ce qu'on met dedans. Faut les doser, ces épisodes. Ouais. Il faut pas il faut que le premier soit très fort, le dernier aussi, et qu'entre deux, quand même, on n'est pas de ventre mou. Donc c'est vraiment pas la même mécanique, quoi. Ok. Alors moi, il y a un truc qui me fascine chez toi, Diane, c'est que tu es une personne extrêmement amusante dans la vie. Ce que tu écris est extrêmement amusant parce que tu es la seule personne dont j'ai jamais lu un script en prenant des fous rires. Donc ça, franchement, c'est... Merci. La lecture d'un scénario, c'est pas... Même quand c'est une comédie, la vérité, c'est que c'est pas amusant. Toi, ton film à toi... J'ai pris des fous rires terribles en le lisant. J'espère d'ailleurs un jour que tu le feras, ce film. Parenthèse fermée. Et je sais qu'en même temps, tu es très attirée par des choses, effectivement, des thrillers, des choses qui pointent vers la trouille. Et ça, pour moi, c'est très, très fascinant parce que moi, je suis beaucoup plus monocolore, en gros. Monochrome.
Et je me demande comment toi, est-ce que toutes les années où tu as été dans des séries familiales avec une teinte, on n'était pas en drama, hein, c'était pas Les Misérables, c'était la version... Non, comédie, dramédie, on va dire. Dramédie, tout ça. Est-ce que c'est genre, maintenant, tu te dis, OK, maintenant, je peux vraiment commencer à écrire sur les choses qui, moi, sont plus internes, mon ADN, plus dangereuses, et que tu dis, bon, maintenant, ça y est, je suis en position de le faire. Est-ce que ça ressemble à ça ? Ou c'est juste, non, c'est une chose après l'autre Avec la série Apple, par exemple, c'est qui est vraiment un thriller, ça m'a permis de toucher du doigt cet univers qui me plaît et qui me... Après, je trouve qu'il y a une... Je sais pas comment dire, il y a une jubilation dans la comédie qu'on retrouve pas forcément... si, parce que choper un spectateur et lui faire... et l'emmener dans une sorte de suspense et de surprise, mais la satisfaction d'écrire une scène qui fait rire, et notamment dans des projections à La Rochelle, que ce soit pour Fais pas ci, fais pas ça ou pour Fête des Gosses, La Rochelle où a lieu le festival de la fiction chaque année, où tout d'un coup il y a une salle entière qui éclate de rire, c'est quand même assez tripant. Et puis la comédie, moi je trouve que ça c'est hyper difficile parce que c'est au millimètre, c'est-à-dire que c'est vraiment une séquence, elle a des marches de comédie. À construire, c'est assez marrant en fait, parce qu'il y a une technicité qu'il faut pour que ça fasse rire. C'est une mécanique. Je dis pas que le thriller, c'est la facilité, pas du tout. Mais en tout cas, ça m'amuse d'être dans cette technicité de la comédie. Après, j'ai d'autres projets qui sont en cours, pas forcément signés, mais dans ma tête, dont un film d'horreur que j'adorerais écrire. Parce que faire très peur, c'est un peu comme la comédie. C'est-à-dire qu'arriver à vraiment foutre les jetons, c'est comme un fou rire, quoi. C'est arriver à faire éclater de rire. Ça n'est pas pareil. Non, mais de mon point de vue, je te jure, ça n'est pas pareil. Non, mais c'est une mécanique. C'est une émotion que le spectateur maîtrise pas. L'éclat de rire ou l'éclat de peur, il y a quelque chose qui est physique. Comme le fait de rougir ou d'avoir un orgasme. Ouais. Allez, mais du coup, ça sera tout pour moi. Et alors, comment ça se passe quand tu arrives sur une série qui existe déjà ? Je vois que tu as travaillé sur Le Remplaçant, par exemple. Ouais. Bon. Non, mais c'est vrai, j'ai travaillé sur Le Remplaçant. Mais il faut rentrer dans les codes. C'est pas très compliqué d'arriver sur une série qui existe déjà, surtout qu'en plus, là, c'était une série qui marchait, donc c'est plutôt chouette. Donc non, il faut rentrer dans les codes, il faut bien regarder évidemment, les autres épisodes pour savoir de quoi on parle. Et là, tout à coup, il y a E.T., il arrive. Enfin, Madame Clavier, vous êtes code. Non, mais ça m'est arrivé de travailler sur d'autres séries avant où moi, je me dis, tiens, ce personnage, on va le faire sortir un peu. Et les producteurs me disent, ah non, Machinou ne ferait jamais ça. Pardon. Donc non, Le Remplaçant, non, c'était assez facile. Mais Fais pas ci, fais pas ça, par exemple, c'était plus compliqué. Parce que déjà, c'était une série un peu plus costaud. Moi, je suis arrivée en saison... J'ai fait 7, 8, 9, en saison 7. Ou 8, je ne sais plus. Bon, bref. Là, il y a 8 ans derrière. Il y a des comédiens qui connaissent parfaitement leur rôle. C'est une autre et en fait, c'est plus ça, voilà. Moi aussi, j'ai une autre question sur les acteurs. Oui. Doucement. Tous ces connards. Oh, pardon. C'est sorti tout seul. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix intérieure ce matin. Vas-y, Juliette. Tout à l'heure, tu parlais de la technicité de l'écriture de comédie et comment c'est jouissif quand tu installes un truc marche par marche pour arriver au moment où tu sais que ça va être drôle. Sauf qu'après, il y a le tournage. Alors ça, c'est compliqué, ouais. Voilà. Parce qu'il faut que moi, je trouve que souvent, la réalisation en comédie, elle est un peu dévalorisée, ce qui est, je trouve... En fait, pour moi, c'est la même écriture que le film d'horreur, la comédie. C'est-à-dire qu'en fait, si le film d'horreur, c'est vraiment la caméra qui écrit quand même le scénario. C'est-à-dire qu'elle va emmener l'œil du spectateur à un endroit, à un coin noir, voilà, c'est vraiment la caméra qui va écrire. Et d'ailleurs, les scénarios ne sont pas ce qu'on retient parfois le plus dans les films d'horreur, que ce soit Halloween ou Vendredi 13, c'est quand même relativement basique. Mais donc, c'est vraiment la caméra qui apporte une deuxième écriture. En comédie, il y a quand même un scénario peut-être plus costaud, mais si le plan n'est pas sur le bon dialogue ou sur la bonne réaction, en fait, l'effet de comédie ne marche pas. Donc, il y a vraiment une deuxième écriture à la caméra, et c'est vrai que parfois, on peut, nous, en tant que scénariste, être un peu frustrés
parce qu'en fait, on n'avait pas pensé la séquence comme ça. Et quand on la voit au final, on se dit, ça aurait pu être un peu plus efficace et tout ça. Mais c'est pas de la faute du réel, c'est souvent de la compréhension, d'où l'intérêt de beaucoup de lectures, ce qu'on faisait beaucoup sur Fais pas ci, fais pas ça. On faisait beaucoup de lectures avec les comédiens, et puis les comédiens arrivaient avec leur propre passé de leur personnage. Et donc, parfois, non, moi, je me sens pas de dire ça parce que c'est pas moi. Et je me souviens d'une bataille qu'on avait eue avec une des comédiennes de Fais pas ci, fais pas ça, où elle défendait son truc à juste titre. Et on s'était battu avec Samantha pour qu'elle fasse ce qu'on voulait qu'elle fasse. Elle avait finalement accepté. Et c'est une des séquences, notamment à La Rochelle, où la salle, de manière unanime, a éclaté de rire. Et tout le monde est très, très, très content. Mais la question était, les comédiens sont des connards? Non, mais parce que tu dis, il y a une deuxième phase de l'écriture de la comédie qui est la réalisation. Pour moi, ensuite, il y a une troisième phase qui est... l'interprétation. Et oui. Ouais. J'avoue que dans Fais pas ci, on était quand même super bien servis. Vous étiez servis par des acteurs... on avait des acteurs géniaux. Très forts en comédie. Oui, mais très justement, fort en comédie, est-ce que c'est pas problématique parfois parce qu'ils veulent s'approprier, mettre leurs pattes, tout ça. Ça c'est des choses qui peuvent se faire régulièrement quand les personnages sont installés. Ils sont quand les comédiens sont plus forts que la série. C'est ça. Et donc, bouffer un petit peu l'écriture du scénario et en fait faire des modifications qui peuvent gâcher certains trucs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pas forcément sur Fais pas ci, fais pas ça. Non, bien sûr. Mais sur des programmes, sur des choses où tu te dis, ah oui, en fait, là, je ne sers plus à grand-chose. Non, pas spécialement. Déjà parce qu'on fait beaucoup de lectures, donc c'est aussi des questions qu'on soulève avec eux avant le tournage. D'accord. Donc il y a vraiment des trucs, ils nous disent ça, soit j'aime pas, soit je vois pas comment je peux le jouer, ça ne marche pas. Et puis il y a un avantage quand même, c'est qu'en télé, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, un tournage de télé, ça va à fond la caisse. Donc après, si le soir, dans leur chambre, ils ont envie de réécrire le scénario jusqu'à 1h du matin, pourquoi pas. Mais en vrai, personne n'a le temps en télé. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir des textes qui tiennent la route. Et je sais que sur Fête des Gosses, on était très très souvent sur le tournage, Samantha et moi, pour pouvoir, quand quelque chose qui nous avait échappé en lecture, parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent, tout de suite, nous, agir, effectivement, plutôt que de laisser faire le comédien qui n'est pas forcément scénariste, un peu paumé dans son interprétation, qui a d'autres choses à penser que cette phrase qu'il n'arrive pas à dire. C'est à nous de trouver une solution. Dans ces cas-là, c'est vrai que je préfère que ça soit les scénaristes qui trouvent la solution, plutôt que parfois les comédiens. En fait, moi, il y a ce truc, je trouve, assez ingrat pour les scénaristes. C'est, je peux le dire, Corinne Maziero, par exemple, qui se vante de réécrire tous les épisodes de, je sais plus comment ça s'appelle sa série, Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe, c'est ce que faisait aussi Erika Ramsey et Jamel sur H en disant non, les scénarios c'était de la merde, donc on réécrivait tout. En fait, ils crachaient sur le travail du scénariste. Moi, je trouve ça extrêmement insultant en fait, et extrêmement frustrant pour les scénaristes en fait qui bossent là-dessus. Mais t'as pas été confronté à ça, donc pas trop non, en tout cas. Pas trop. Ça, c'est cool. Non, puis en plus c'est un faux. Je pense que les comédiens ont l'impression de réécrire des choses, mais en fait un scénario, c'est pas qu'un dialogue, c'est une construction, c'est d'abord un séquencier, c'est d'abord une intrigue qui doit tenir dans un ordre précis. Donc c'est pas parce que la comédienne va inventer 3 dialogues ou proposer une improvisation, ce que j'imagine peut être le cas de Corinne Maziero ou de personnages comme Jamel, Ramsey, qui sont aussi un potentiel dont ils font servir. Nous, on avait Fred Testo sur Fête des Gosses, on était cliente de propositions. Et je me souviens d'une séquence où nous, il avait une sorte de monologue sur un match de tennis. Sa proposition était géniale, bien plus intéressante que nous, on avait écrit. Mais l'idée de lui faire raconter un monologue de tennis à ce moment-là de l'histoire, c'était nous qui l'avions eu. Et donc, vous avez travaillé ensemble, toutes les deux, sur le film. Oui. Arrête de pleurer, Pénélope. Oui. Comment ça s'est passé Facile entre nous deux, de manière très bien, hyper facile. Ouais. Non, ça s'est plutôt super bien passé. Qui a écrit la première base du film? Il y avait déjà une base qui était écrite. Les filles avaient déjà écrit un scénario quand moi je suis arrivée. J'essaie de me souvenir. Ouais. Et en fait, moi, je vous ai présenté le producteur. À qui j'ai fait lire cette V1 que vous Thomas aviez, Klotz. Voilà, que j'ai fait lire à Thomas Klotz, qui était à l'époque l'associé de Cédric Angers, qui est mon compagnon, qui connaissait très bien la pièce et qui a trouvé cette V1 super. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait nous collaborer toutes les 4 pour arriver à une version de tournage. Donc, vous avez travaillé à 4 sur l'écriture? Ouais,
Ouais, mais pas tout le temps, toutes les. Enfin, il faut pas s'imaginer qu'on était toutes les quatre à une table, en suçant des stylos comme ça, en se disant attends, j'attends que. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Ça se passe que on se met d'accord sur des trucs qui nous semblent des bonnes idées pour une scène, mettons, et que Diane, par exemple, repartait chez elle, réfléchissait à ça et nous proposait une version de la scène. C'était beaucoup à l'oral, en fait. Ouais. Nos séances de travail se faisaient essentiellement à l'oral. Et après, moi, je faisais des propositions à l'écrit. Mais si Juliette sentait bien une séquence qu'on avait évoquée à l'oral, elle partait à l'écriture aussi. Donc, c'était... Oui, non, mais ça s'est fait assez... Oui, mais dans la joie et la bonne humeur, quoi. Ça relève de ce que disait Diane tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, Diane me fait énormément rire. Je sais qu'on voit les mêmes choses et qu'on comprend sur les personnages les mêmes choses des personnages, que c'est la même chose qui nous intéresse. Chez un là, personnage. En l'occurrence, dans les personnages, les 3 personnages de Arrête de pleurer Pénélope. Et donc, tu es dans un état de confiance. Voilà, tu sais que ce que tu vas lire, ça va te plaire. Je peux pas te dire mieux. Il me semble que ça relève de ça, en fait, ta confiance. Mais c'est comme n'importe quelle relation humaine, sentimentale, en fait. Ça relève aussi de ça. Moi, j'ai du mal à imaginer comment tu peux, alors là, pour le coup, écrire avec quelqu'un, par exemple, que tu méprises. Oui, ça me paraît impossible. Je sais pas comment on fait. Oh, ça se fait. Allez. Et sinon, les séances de lecture, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment comme un peu le fantasme, enfin le truc qu'on voit dans les films, quand on voit des films sur des films, tout le monde autour d'une table, chacun lit son texte à blanc comme ça, et les scénaristes se font allumer en disant ah non, ça c'est nul, machin. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et à la fin de la scène, en général, il y a un scénariste qui est pendu. On le voit, mais la caméra, elle s'approche pas. C'est juste pour te dire... Oui. De toute façon, il y a toujours le cadavre du scénariste de la saison 1 qui est dans un coin de la pièce pour donner un peu le ton. Donc, c'est assez joyeux. Non, on est tous... Oui, c'est un peu comme on peut voir là, sur YouTube, on voit parfois les lectures de Game of Thrones. C'est pareil. Faites des gosses, Game of Thrones. Franchement, à part 3 dragons, on est dans le même... Mais ça relève de la même chose, on est bien d'accord. C'est pareil, on est autour d'une table, on a des bouteilles d'eau, chacun lit son truc. Nous, les scénaristes, on a nos ordis pour prendre en direct les propositions. Parce que souvent, un comédien va dire une phrase, il va le dire mieux en ramenant un truc qui est mieux. Donc nous, on ne veut pas l'oublier, hop, on le note en direct. Et après, on s'arrête au point où il y a des problèmes. Ouais. C'est-à-dire pourquoi ça je comprends pas, ça j'arrive pas, pourquoi tout d'un coup le deuxième épisode est en espagnol. Ça n'a aucun intérêt. Et ça dure combien de temps ces séances-là, par exemple pour un épisode? Ouais, sur Fais Alors sur Fais pas si, nous on faisait couple par couple. On faisait pas les Le Pic et les Boulets en même temps. Ils faisaient chacun leur partie. Séparément. Parce qu'ils s'adressaient plus la parole rapidement. Non, c'est pas vrai. Non. Mais on va dire que si ça avance vite et que... En plus, nous, on fait quand même lire aux comédiens des versions de tournage. On leur fait pas lire la V1. Donc, on a quand même, nous, pas mal taffé avant. Normalement, sur 6 épisodes, on va avoir 3 journées de lecture. Ah, quand même. C'est pas... ouais. D'accord, quand même. Je veux dire, c'est... Oui, enfin, 3 journées de 13h à 18h. Enfin, tu sais pas non plus... Non, mais on y vient, enfin, on y passe du temps. Non, ça prend du temps. Et c'est intéressant parce que... Pour 6 épisodes. Donc, ça veut dire 1h30 par épisode, quoi. Enfin, 2 heures, 3 heures par épisode, quoi. Final Draft est calibré... les pages de Final Draft sont calibrées au minutage. Final Draft. C'est le logiciel des scénaristes. Payant. Et payé par les scénaristes. Ouais. Ça coûte 15 ou 20 000 euros, je crois. Arrêtez de mentir, Diane. Non. Et il a quoi de magique, ce logiciel, par rapport à Word? Tout est installé. Tout est installé. La police, quoi. Faut changer. Non. Non, mais il y a déjà un scénariste, en fait. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Non, mais par exemple, quand tu lis un scénario, tu vois, par exemple, le nom du personnage, il est au milieu
de la page. En dessous, il y a le texte qui est un peu plus à gauche. Les didascalies, il y a une mise en page qui est pratique. Une mise en page qui... Ouais, c'est un truc que tu peux faire sur Word ça prend du temps. manuellement. Non, pour avoir bossé vraiment sur ça change tout. très longtemps, sans Final Draft. Ça vaut les 15 000 balles, franchement. Non, et par exemple, si tu veux changer, de nom de personnage en cours de route, mettons, ce qui arrive. Oui. Tu as un endroit spécial, et tu vas, et ça te change à tous les endroits, toutes les occurrences. Ça s'appelle commande F sur Word. Ouais, ça existe aussi sur Word. Bon, non, mais surtout, ce qui est bien dans Final Draft, c'est qu'on peut avoir un découpage du scénario en séquencier, c'est-à-dire que ça nous sort uniquement les intitulés de séquence et ce qui se passe à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut voir, en appuyant sur un bouton, je sais plus lequel, combien de fois ce personnage est présent, combien de fois il parle. Il n'y a pas ça sur Word. Bah si, tu tapes commande F, le nom du personnage, et tu vois le nombre de... Moi, c'est pour ça que j'aime pas Ramzy. Moi, c'est ce que tu m'avais dit, et je suis à ça de te rejoindre. Voilà, tout ça fait chier, quoi. Jamais avoir raison. Là, je critique un truc que je connais pas, donc... Mais c'est ta passion, Ramzy. Final Draft. Non, sa passion, c'est d'être pas d'accord avec une chose à partir du moment où juste moi je l'ai énoncé. Ah, ok. Voilà. Oui, ça je comprends, c'est drôle. Passion. Allez. Non, mais surtout, voilà, c'est calibré. Okay. Une page de Final Draft, c'est 1 minute. Okay. Donc c'est assez facile pour nous. Par exemple, si on voit qu'on a 52 pages au premier épisode, on est à peu près dans les clous. Si on a 65, il ne faut pas le rendre tout de suite. Il faut attendre un peu. Donc en lecture, en gros, à partir du moment où on lit le scénario, on va dire qu'un scénario qui fait 52 minutes, on va mettre 1 heure, 1 heure et demie à lire parce qu'on va s'arrêter, il y a les didascalies, il y a tout ça. Mais c'est intéressant d'avoir cet outil pour être calibré. Ok. Oui, Julie. Moi, j'ai une question. Vas-y. Ton papa est réalisateur, ton compagnon est réalisateur, toi, jusqu'à présent, t'es scénariste. Ouais. À quand ? Alors, on en est où ? Est-ce que... de la réalisation, du moment où tu vas, toi, réaliser ton film. Est-ce que c'est une chose qui tient une place importante dans la zone désir de ton cerveau ou pas tant que ça ou... Si, non. En plus, le projet de long métrage que j'ai me plaît beaucoup. Là, c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas d'actrice pour l'instant. Soit qui nous conviennent, soit celles qui nous convenaient ont décliné l'offre, pour être tout à fait honnête. Maintenant, oui, j'ai très envie. Après, c'est vrai que en l'ayant vu chez mon père et chez mon compagnon, c'est énormément de travail, ce qui, ça, me fait pas peur. Un travail d'équipe qui peut me plaire, mais c'est vrai qu'être scénariste, c'est aussi une vie qui est vachement agréable. Non, on va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que je travaille de chez moi, parce que je gère... Alors, j'ai forcément des échéances, des rendus, mais en gros, c'est moi qui décide un peu le là. Non, c'est un métier qui me laisse du temps pour nourrir aussi l'exercice de la création. Mais c'est pas trop solitaire, justement ? Non ? Parfois, peut-être que ça te convient, toi. Mais... Voilà, moi, ça me convient. Mais parfois, c'est vrai que quand j'ai un projet avec Sam, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu ensemble, je suis hyper contente de retrouver nos séances de travail, de retrouver l'émulation d'être à 2. Mais c'est vrai que je suis assez heureuse dans cette vie de scénariste. Donc, j'ai très envie de passer à la réal et de me lancer dans cette aventure. Et c'est sûr que si on avait eu une comédienne qui avait dit oui tout de suite et qui nous plaisait à tous, le film serait déjà réalisé. Maintenant, un film, c'est long. En fait, un film, il demande qu'à pas se faire. Donc, chaque film, c'est un peu un miracle quand même. Donc voilà, on va voir. Mais c'est vrai qu'en dehors là, de ce long métrage, j'ai du travail en tant que scénariste. Donc, c'est vrai que je... Tu mets pas toutes tes forces. Si, mais j'aurais pu me dire, j'essaye de réaliser un autre truc. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été assez... En plus, je travaille beaucoup en tant que scénariste. Donc, en fait, il faut trouver la part. En fait, je pense qu'à un moment, soit je me dis, je mets de côté, j'arrête de dire, ou de dire oui à des propositions, ou de proposer des idées, voilà. Et je me bloque dans cette bulle où je me dis, non, on passe à la réal. Mais j'ai pas encore trouvé le moment où ça serait opportun. Et j'ai assez envie, par contre, pour le coup, de montrer une structure de production pour pouvoir coproduire certains de mes projets, parce que ça, la production est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ah. Voilà. Mais alors, pourquoi tu disais la réal, c'est lourd, c'est dur ? Toi, tu as co-réalisé ton film ? Qu'est-ce qui est lourd dans le... Alors, je pense que pour des gens qui ont le goût qui n'ont pas peur d'être seuls.
voire pour des gens qui aiment tout ce qui est le travail très intérieur, aller remuer leur propre, faire des voyages à l'intérieur d'eux-mêmes. Le travail de réalisateur, c'est être sans arrêt avec des gens, c'est être chef de chantier en fait. Et donc ça veut dire que du matin au soir, sur des mois, il y a quelqu'un qui toutes les 5 secondes vient te taper sur l'épaule en te disant et alors là on fait ça, ou on ne sait pas. Et là on fait quoi? Et là il y a ça, et là il y a la météo, elle dit ça. Et là il y a ma mère, elle a appelé, elle a l'appendicite. C'est impossible, ta mère a 75 ans. Bah si, ma mère elle a l'appendicite. Ça n'arrête pas. Oui. J'ai eu ça, moi, quand j'étais rédacteur en chef sur une émission de Canal, où un jour, vraiment, il y a un type qui est venu, il m'a dit « Ramzy, quel meuble ?» En me présentant 2 photos de meubles. Je savais pas du tout de quoi il parlait. Vraiment aucune idée. J'ai dit « Celui-là ?» au hasard. Puis, après, j'ai su qu'il y avait un happening dans l'émission, mais tu vois, j'étais même pas au courant du happening. Et je me suis dit, ouais, en fait, on me pose vraiment des questions. Parfois, j'en sais rien, quoi. Et je pense que c'est un peu la même chose sur. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé réel, extrêmement oppressant et où j'ai vu mes limites, les yeux dans les yeux, c'est exactement ça. Non seulement j'étais très limitée à cet endroit, c'est-à-dire qu'à peu près au bout de 48 heures, j'avais envie de dire à tous les gens, mais arrêtez de me poser des questions, démerdez-vous, soyez indépendants, soyez autonomes. Oui, mais sauf que c'est toi qui as la responsabilité du truc. C'est toi le chef. Mais moi, j'ai réalisé que j'avais cette responsabilité le premier jour du tournage. Enfin, tu peux leur dire de choisir. Tu vois, moi, j'aurais très bien pu lui dire, choisis le meuble. Mais c'est moi qui assumais quand même le choix du meuble. Voilà. C'est ça. Donc, oui, puis il faut garder un chef quand même. Ouais. Peut pas y avoir 50 chefs. Et c'est un endroit, voilà. Et en plus, un tournage et le cinéma en général, ce sont des endroits extrêmement hiérarchisés. Je pense franchement que, à part une cuisine de restaurant, oui, je n'ai jamais vu d'endroit aussi hiérarchisé qu'un plateau de cinéma. C'en est même pour quelqu'un comme moi qui est pas toujours très très fan de l'autorité. C'est particulièrement compliqué. C'est un logiciel qui, pour le moment, j'ai pas encore vu de plateau où il n'y a pas ça très très fort. Après, c'est logique. C'est une équipe avec plein de gens différents. Enfin, tu vois, il y a plein de corps de métiers différents, surtout. Et même s'ils travaillent ensemble sur différents tournages, ça reste quand même une équipe que tu fabriques pour un événement de 3 mois. Donc, si personne coordonne tout ça... oui, mais il y a une différence entre coordonner et hiérarchiser à balle tous les endroits. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'idée des bénévoles. En gros, il n'y aurait pas de festival de musique s'il n'y avait pas des armées de bénévoles. Ne me lance pas là-dessus. Si, je te lance là-dessus, regarde-moi bien, je te lance. Voilà. Tous ces festivals qui rendent de l'argent, qui payent extrêmement bien les chanteurs et les chanteuses. Et sur les plateaux de cinéma... Je vais expliquer parce que personne ne comprend. Non, moi, parce que ça fait un mois et demi qu'on a repris un peu l'émission et on parle beaucoup des festivals, tout ça. Et j'explique que je n'aime pas les gros festivals parce qu'en fait, ils exploitent des bénévoles en leur offrant une boisson, une casquette. Comme le festival des JO, quoi. Voilà, comme les JO, voilà, exactement. Mais tu vois, tous ces gros événements. Et en fait... alors qu'il y a de l'argent, parce qu'ils payent des centaines de milliers d'euros pour certains artistes. Et en fait, il y a de l'argent, mais ils exploitent. Donc voilà. Sur un plateau de cinéma, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, les gens que tu vois le plus s'agiter sur un plateau de cinéma, c'est tout ce qui fait partie de la régie. Et il y a beaucoup de stagiaires, donc beaucoup de gens très jeunes qui sont littéralement... et qui... Pour avoir, à chaque fois que j'ai discuté avec des gosses qui bossaient en régie, c'est des gamins, des gamines passionnés de cinéma, mais d'une manière hyper sincère, quoi. Mais après, la régie, c'est une école. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de gens, de grands producteurs aujourd'hui ou de réals qui ont commencé stagiaire régie. Donc, il faut bien, de toute façon, commencer... il faut bien commencer. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu te retrouves avec des émissions de télé où tu n'auras jamais un gamin... non. Qui a fait de la régie, qui sera sur le plateau télé. Tu auras l'acteur qui est arrivé au dernier moment. Nous, on n'a jamais reçu non plus un stagiaire régie. Mais on devrait. Vous devriez. Voilà. Franchement, on devrait. Parce que c'est incroyable ce qu'ils font. On se rend pas... Je pense que alors vraiment, pour les gens qui n'ont jamais été sur un plateau un tournage, c'est ça qui leur sauterait aux yeux le plus vite. Bon, déjà, on va faire les autres métiers, mais... Enfin, moi, il y a d'autres métiers...
qui m'intéressent dans le cinéma. Non, mais plein. Ouais. Mais en fait, plein. Mais c'est de ça dont on se rend compte quand on est sur un plateau de tournage. Et comme à la fin, le résultat, en gros, médiatique, c'est des acteurs bien habillés qui viennent sur un plateau de télé. Oui. C'est quand même un rendu complètement ahurissant de la somme de travail. Et quand par miracle... les acteurs sont des cons. La boucle est bouclée. Non, mais oui, où on les rend cons en leur donnant... Oui, mais après, c'est vrai que c'est comme tu comparais ça à la cuisine d'un grand restaurant. Oui. On ne présente pas la carotte avant qu'elle soit... On ne présente surtout pas la personne qui vient d'en éplucher. Qui vient d'en éplucher 50 000, c'est pareil. En y laissant un bout de phalange. Voilà. Ça, c'est exactement le même système. Voilà, et donc c'est ça dont je parle à propos de système. Et ce qui me gêne dans le cinéma, c'est que c'est un milieu qui est censé être un endroit progressiste. Ah oui. Oui, si, les belles et grandes idées de gauche, progressistes et tout ça. Or, le fonctionnement, il est exactement de toutes les manières possibles. T'es pas allée au cinéma depuis combien de temps, Juliette? Arrête, j'ai vu Dune il y a 2 jours. Pas au cinéma. Mais non, sur mon lit. On est en quelle année Après, ça reste un métier où tu peux quand même gravir les trucs sans être du métier. Sans être du métier, sans avoir fait forcément une école, ça reste c'est un artisanat en fait. Vraiment, ça s'apprend en faisant. Ça, pour le coup, c'est plutôt... Quand même, la porte d'entrée est sacrément verrouillée. Quand t'es pas du tout du milieu, quand t'es pas du tout, c'est quand même. Même si tu peux accéder par des biais, il y aura toujours des exceptions, des gens qui arrivent par les côtés. C'est quand même très très difficile d'accéder à un plateau. Oui. Mais moi j'ai mon expérience à moi qui a été quand même très pistonnée. Mon père était réalisateur, donc forcément ça aide. Hein. Mais je vois l'exemple de Cédric, dont les parents sont pas du tout dans le métier, qui était en pension à Vire. Alors s'il avait créé un petit magazine de cinéma dans sa pension et il rêvait de faire ça, et qui arrive à 17 ans à Paris. Le magazine de cinéma, il s'appelait Synopsis ? Non. Il s'appelait Viropsis, non. Et dont les parents lui disent t'as 1 an pour essayer d'en vivre, sinon tu rentres à Paris, quoi. Évidemment, il y a toujours des cas, mais il n'empêche que ça reste quand même un milieu assez difficile, mais comme tous les milieux qui font rêver un peu, la musique, le sport, la télévision, etc. Et d'ailleurs, toi, est-ce que en tant que scénariste, tu es sur les plateaux pendant le tournage ou pas ? Là, avec Samantha sur Fête des Gosses qu'on avait créé, oui. Parce qu'on s'entendait aussi très bien avec Philippe Lefebvre qui était le réalisateur, parce qu'il faut aussi que le réalisateur soit OK. Ouais. Donc là, c'était super, on avait vraiment un travail d'équipe, donc on était là très souvent. Sur Fait Passier aussi, parce que c'est Philippe qui a réalisé les 2 saisons qu'on a écrites, elle et moi. Okay. Donc là, on était là souvent, mais... comme Juliette parlait de hiérarchie, quand tu es sur le plateau, le réalisateur, ça reste le chef quand même ? Oui, mais on n'est pas dans des... Mais il n'y a pas de truc de hiérarchie entre vous ? Non. D'accord. Non. Après, je ne vais pas lui expliquer comment faire son plan, et ça, c'est sûr. Je n'ai pas mon mot à dire sur moi, la caméra, je la mettrai là. Ça, même si je le pense ou pas, je ne le dis pas. Mais ça s'appelle je me comporte correctement. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de rapport hiérarchique entre vous sur le plateau. Non, c'est vraiment hyper cool à ce niveau-là, quoi. Ok. Non. Après, peut-être mes expériences ont été hyper chanceuses. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vécu le côté vous attendez dans un coin et vous levez le doigt pour parler, quoi. Et je peux poser encore une question ? Une dernière, vas-y. Ok. Est-ce que tu écris avant d'écrire, est-ce que tu as des images et c'est les images qui t'amènent à Ça peut m'arriver, ouais. Enfin, ça peut m'arriver d'avoir une situation en tête. Enfin, tu vois, je vais pas traîner au Louvre pendant 4 heures en voyant un pied en me disant si j'écrivais un film. Je fais pas ça. Ah bon ? Non, je fais pas ça. Quoi ? Thomas Bidguin, il nous a dit qu'il faisait ça. Ah ouais ? Moi, on m'a dit qu'il regardait Plus belle la vie. Je le couperais ce truc. Toi, t'as dit quoi, pardon ? Qu'il regardait Plus belle la vie. Bref. Je le couperai, t'as tout ça. Mais par contre, je peux avoir une situation, un truc qui me fait marrer, une situation où là, je me dis, putain, comment je pourrais arriver
à foutre cette situation dans une histoire. Et du coup, là, je peux partir en me disant, bon, bah tiens, il faudrait qu'il y ait ça, voilà. Et du coup, ça part comme ça. C'est bien. Okay. Attends, je viens de visualiser Thomas Bidguin devant Plus belle la vie. Et Diane devant un pied. Au Louvre. Ah, c'est trop bon. Où est-ce que je pourrais mettre un pied? À part dans mes chaussures. Comment je vais couper tout ça, moi? Je sais pas. Non, faut le garder. Œuvre, faut le garder. Bien. Ça va, on dit pas du mal de Thomas Bidguin. On peut se moquer quand même. Et en plus, on dit pas non plus du mal de Plus belle la vie. Enfin, chacun a le droit de regarder ce qu'il veut. Bien sûr. Ma mère, quand elle était en deuil, s'il n'y avait pas eu Plus belle la vie, je pense qu'elle se serait suicidée. Bon, voilà. Très clairement. Et est-ce que tu regardes... Plus belle la vie. Bah oui, typiquement. Est-ce que tu regardes les fictions en les décortiquant? Non. Non? T'arrives à te détacher de ton métier ouais. quand tu regardes une fiction? Ah oui. Oui, heureusement. Je ne regarderai plus. Mais oui, après, forcément, je pense que je n'ai pas le même œil que quelqu'un qui n'est pas scénariste ou qui n'a jamais foutu les pieds sur un tournage et tout ça. Bien sûr. Mais je ne les regarde pas en me disant... je suis plutôt une bonne spectatrice et je me dis parfois, putain, ils sont forts. Okay. Voilà, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup. Et j'avoue que les Américains, sur certains trucs, je dois dire qu'ils sont quand même très, très forts en caractérisation de personnages. Ils sont capables de faire des personnages qui restent dans leur couloir de nage et qui vont boire leur café d'une certaine manière, poser leur téléphone Ils sont tels qu'en eux-mêmes, quoi. Il y a un truc, et ça, ils le posent tout de suite. Et je trouve qu'en France, parfois, on a un peu... C'est un peu plus latin, quoi. Voilà, Diane aussi, c'est un truc qui m'épate et qui me plaît beaucoup chez elle, c'est que c'est une rieuse. C'est pas parce qu'elle écrit des choses drôles qu'elle ne rit pas aux autres trucs drôles que font les gens. Oui, non, mais je suis très bonne cliente. Oui, mais je vois le tacle que tu fais aux humoristes, mais vas-y. Oui. Non, je pars de... Mais alors là, vraiment pas. Oui. Je ne suis que candeur. Poursuis. Tu ris encore, je te mets ma trousse dans la gueule. Et mais comme moi, ça me fait, c'est pas parce que j'écris des bouquins que ça m'a enlevé l'envie de kiffer ce qu'écrivent les autres. Bien et sûr. D'admirer. Et ça ne m'écrabouille pas. Le talent des autres ne m'écrabouille pas. Je suis trop contente de me dire « Oh putain, du talent, trop bien !» Oui, mais c'était pas tant là-dessus. Et je vais pas regarder un truc que je sais déjà qui va pas me plaire pour le décortiquer et me dire à moi-même « Oh bah j'avais bien raison, c'est de la merde. » Non, mais pour voir aussi les tendances. Ah bah moi, je suis obligée de regarder beaucoup la télé. Enfin, la télé, comme aujourd'hui on la regarde, c'est-à-dire en replay sur un ordi, pas en cochant mon petit télé 7 jours, mais... Bah, typiquement, comment ça s'appelle, la série avec Audrey Fleurot Fleurot HPI. HPI, t'as pas travaillé dessus? Non. Mais t'as dû regarder pour comprendre ce qui marchait dans la série, j'imagine, non? Ah oui, bien sûr. Oui, non, ça, par exemple, c'est une série que j'ai regardée, que j'aurais pas forcément regardée si j'avais pas été scénariste. C'est ça, t'as regardé à des fins professionnelles. Voilà. Et c'est vrai que je dois dire que, en tout cas pour ce qui est de la saison 1 que j'ai regardée en totalité... t'as regardé toute une saison? Ouais. Il y a vraiment une mécanique assez implacable et très efficace. Et dont je comprends le succès. Moi, je ne suis pas forcément la cible, mais en tout cas, le succès est mérité et ça fonctionne. Et ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent à choper les jeunes qui ont quand même déserté la télé. Moi, mes enfants ne regardent jamais la télé. Ils ont quel âge? Ils ont 40... Non, ils ont 12, enfin bientôt 12 et 16. Okay, et ils ne regardent jamais la télé. Mais ils regardent des écrans, par contre. Ils sont pas intello. Ils lisent pas des livres, attention. On a eu chaud. On a eu très, très peur. C'est pas les enfants à Bidguin. Mais c'est ça, un running gag. Oui, j'aurais pas dû lancer la machine. Voilà, c'est toi, en plus, c'est ta responsabilité. Ouais. Bon, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Oh non. Merci beaucoup, Diane. Donc, merci à vous. Là, actuellement, il y a quelque chose qui est diffusé. On me retrouve à Bercy, donc du 12 au 31 décembre. En première partie de Taylor Swift. Ouais, coucou la commu, on fera le 24 tous ensemble.
Donc, préparer les cadeaux. Non, bah là, j'ai en tout cas en ce moment une série que j'écris pour TF1 et d'une série que j'ai coécrit pour Apple TV qui est actuellement en tournage. Okay, et qui va faire très peur. Et qui va faire très peur, qui va faire... je savais pas qu'il y avait des productions françaises Apple. Si. Ça y est Il y a la maison qui arrive cette semaine ou début octobre, je crois. Et puis, ils ont, moi j'en ai vu qui n'étaient pas si pires, notamment une espagnole sur le couturier Balenciaga. Ouais, mais du coup, comme c'était espagnol, c'était pas français. Ouais. Non, mais c'est européenne. Je veux dire, voilà. Allez bien vous faire sur le cul les deux. Un petit tour au Louvre te ferait pas de mal. Regardez les pieds, Juliette. Bon, donc voilà. Si t'arrives à couper tout ce bordel, on t'appellera MacGyver. Jacques Desange. Merci beaucoup Diane, merci Juliette. Merci Ramzi. Merci Ramzi. Merci Diane. Merci Juliette. À Demi pour ce super générique là, qu'on entend. Merci à Freaks Production. Merci à Freaks Demi. Production évidemment. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour le bonus. Bisous.